Merci de vous joindre à votre magazine Le Point. Comment va le Congo? C'est la question que nous nous posons tous. Nous allons la poser aujourd'hui à notre invité, le docteur Noël Tchani Mwadinvita. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes encore masqué, vous allez vous démasquer parce que vous n'êtes pas l'invité masqué, l'invité surprise. D'où il vous vient ce masque? Pourquoi vous le portez? On sait que nous sommes pendant la période de protection face au coronavirus. Merci d'abord de me recevoir à Biwan. Je suis très heureux d'être ici. Le masque que je porte, il n'est pas étranger. C'est un masque congolais conçu par une jeune fille congolaise âgée simplement de 17 ans. Elle s'appelle Kenaya. Kenaya, ça veut dire en lingala Kembo na Yahweh, ça veut dire gloire à Dieu. Elle m'a vu, elle a vu que je portais masque étranger. Elle m'a dit qu'elle pouvait faire mieux que ça. Elle m'a conçu 20 masques comme ça. Et je suis très fier de l'esprit d'initiative de la jeunesse congolaise pour participer à cette lutte contre la propagation de la pandémie coronavirus. Merci. Alors, venons-en à vous. J'ai dit que vous vous appelez Noël Tchani. Je pense que nous savons tous, vous avez été candidat à l'élection présidentielle passée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Je voudrais que les compatriotes congolais retiennent de moi le fait que je suis un fruit 100% congolais, quelqu'un qui a été créé par la RDC, non seulement né au Congo, mais j'ai pu faire mes études à l'étranger grâce à la bourse du Conseil exécutif national du gouvernement zaïrois à l'époque, qui m'avait envoyé à l'étranger pour étudier, apprendre, afin de revenir d'être utile à mon pays. Après avoir passé littéralement 40 ans à l'étranger, j'ai eu non seulement à faire toutes les études qui étaient nécessaires, mais à accumuler beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la finance, des banques d'investissement, des banques commerciales, mais surtout dans le domaine du développement à Washington. Et j'ai même rédigé une vision de développement que je consacre donc à mon pays, que je dédie à mon pays, à tous les Congolais, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, avec l'idée que si nous travaillons ensemble, nous allons mettre cette vision en œuvre pour développer la RDC au profit de tous. C'est ça que je voudrais que les Congolais retiennent. Oui, donc vous dites que vous êtes redevable à votre pays, la République démocratique du Congo, sauf que au niveau de la politique, les jeux est bien clair. Aujourd'hui, si on n'est pas des Cash, on n'est pas des Lamouka, on n'est pas du FCC, ça veut dire qu'on ne vaut pas. Alors, c'est dommage que le système politique que nous avons soit organisé de cette façon-là. Vous savez d'ailleurs que nous avons 777 partis regroupements politiques au Congo. Ça veut dire que s'il y a simplement un parti ou deux partis qui gagnent, il y a 700 autres qui sont exclus de la gestion du pays. C'est pour cela que je propose quelque chose d'assez révolutionnaire qui peut changer le pays. Je propose qu'on puisse réexaminer le système politique, le restructurer pour réduire le nombre de partis de 777 à 3 ou 4 maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Je propose par exemple regroupement politique, parce que les partis en eux-mêmes ne peuvent pas subsister. Il faut les regrouper pour qu'on arrive donc à avoir une masse critique. Je propose par exemple qu'on retienne les regroupements suivants. 1, le FCC et le CASH, parce qu'ils travaillent ensemble déjà, ils sont, on dirait, un couple. Ils n'ont qu'à se marier et faire un seul regroupement et avoir une vision de développement qu'ils vont présenter au peuple congolais. 2, maintenant, on pourrait avoir la force du changement que moi j'incarne, que je représente, qui représente des nouvelles personnes avec de nouvelles idées qui n'ont jamais participé à la gestion du pays, je dis bien à la mauvaise gestion du pays, et on va présenter aussi notre vision de développement au pays. Et 3, on pourrait avoir les amis de Martin Fayoulou, le groupe Lamouka, et maintenant, tous les autres partis peuvent choisir d'adhérer à tel ou tel regroupement. Mais comment voulez-vous être représentatif alors que vous n'avez même pas un élu en politique? Ça vaut ce que ça vaut. Nous savons ce que ça vaut notre représentation nationale. Nous savons les conditions dans lesquelles ils ont été élus. Beaucoup d'entre eux ont été nommés. Donc je ne les considère pas vraiment comme étant les représentants du peuple. Aujourd'hui, quand vous allez à la cité et vous parlez aux gens et vous demandez qui a de nouvelles idées,
tout le monde vous dit la force du changement, docteur Noël Tchani Madiarvita. Donc nous sommes représentatifs vous faites justice, malgré... Mais c'est quoi vos idées exactement aujourd'hui? On a l'impression que nous sommes un peu dans une forme de vacuité. Mais alors si vous avez des idées, proposez-les. Mais nous proposons nos idées. Vous savez, d'abord, je vous ai dit que nous avions le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai présenté au peuple congolais avant les élections. Malheureusement. J'ai présenté cela au peuple congolais avant les élections de 2018. Maintenant, avec coronavirus, les conditions ont beaucoup changé. Il y a de nouveaux défis de développement qui se présentent donc à nous. J'ai actualisé ce plan Marshall. Nous avons maintenant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC actualisé après coronavirus. Et c'est une révolution que nous sommes en train de prôner. Qu'est-ce que nous prônons? Le développement de la RDC pour partir de la situation du sous-développement, devenir un pays émergent en l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais et surtout réglant les défis que nous avons rencontrés à cause du coronavirus, mais également certains des défis qu'on avait déjà avant l'avènement du coronavirus. Oui, c'est ça que nous avons, une très vision très claire de développement. Parce qu'actuellement, je crois que toutes les nations du monde sont en train de se projeter post-coronavirus. Et je pourrais revenir avec vous là-dessus. Mais juste comme ça, parce que tout à l'heure, l'une de vos réponses a suscité une interrogation chez moi. Reconfigurer la classe politique signifierait aussi peut-être faire un dialogue, un autre dialogue politique. Comment ça va se faire? Vous savez, le Congo a eu tellement beaucoup de dialogues. Moi, je ne crois pas dans ces histoires de dialogue. Mais s'il faut passer par là pour arriver à mettre tout le monde d'accord sur des idées pour réformer ce que nous avons et qui ne marche pas, il faudra le faire. C'est une idée que je lance. Et je souhaiterais que nous puissions mobiliser toute la classe politique et la population congolaise pour réfléchir là-dessus. S'il faut un dialogue, il faudra passer par là. Mais je dis encore, je répète, que le système politique que nous avons cloue le Congo au sol. Pourquoi? Parce que des bonnes idées ne peuvent pas émerger, des bonnes personnes ne peuvent pas émerger. Et en plus de cela, nous sommes éparpillés partout. Nous passons notre temps sur l'accessoire, alors que l'essentiel, qui est de développer la RDC au profit de tous, reste donc dans les oubliettes. Toujours est-il que le pays est présidé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pensez que c'est une bonne personne? Et 18 mois après, quelle est votre lecture de sa manière de faire les choses? Vous savez, immédiatement après les élections de décembre 2018, j'étais le seul candidat qui avait perdu les élections et qui avait reconnu le président Félix Antoine Tshisekedi en faisant un discours public et en disant « l'état de droit exige qu'on s'incline quand on a échoué ». Et moi, j'avais reconnu ma défaite. Au Congo, ça s'appelle l'appel du pied. Bon, les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent, mais j'ai vécu dans des sociétés démocratiques très avancées comme les États-Unis d'Amérique. Chaque fois que je vois un candidat qui a échoué, ce candidat prend le téléphone la même nuit ou le même soir pour appeler celui qui a gagné pour lui dire félicitations. Quand il est un challenger, là vous étiez... Mais j'étais un challenger, bien sûr. Il y avait 21 candidats et j'avais la prétention de gagner la présidence de la République. J'ai été battu par Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai félicité, non seulement en l'appelant, en allant le voir, mais j'ai dit aussi publiquement, j'ai fait un discours, vous pouvez aller sur Internet, vous allez chercher Noël Tchani, message à Félix Antoine Tshisekedi, vous allez voir ce que j'avais dit à l'époque. Et donc, je considère que dans un état de droit naissant, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et les gens doivent apprendre à reconnaître leur défaite et surtout à se rendre disponible au pays si c'est nécessaire. Si aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi m'appelait pour venir l'aider, je le ferai. Mais s'il ne m'appelle pas, je ne serai pas malheureux. Je vais continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'au moment où j'aurai déterminé peut-être qu'il faudra prendre d'autres orientations. Donc voilà ce que j'avais fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu quand même des avancées qui ont été faites, même s'il y a aussi beaucoup de ratés. Quelles sont les avancées? Je crois que le fait d'avoir fait revenir les exilés politiques était très important. Tous les exilés politiques qui étaient à l'étranger ont été autorisés à rentrer au pays, pas de questions qui leur étaient posées. Le fait d'avoir libéralisé les médias est très important. Aujourd'hui, je peux passer à la télévision, dire tout ce que je veux. Personne ne va m'arrêter. Donc, c'est très positif pour cela. Le fait d'avoir vidé les prisons donc, je vais dire donc libérer les prisonniers politiques était très important. Et je pense aussi que le fait
d'avoir renoué les relations respectables avec la communauté financière internationale est très important. On assiste aujourd'hui au retour des institutions telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et je crois que tous les bilatéraux ont ouvert des portes pour pouvoir travailler avec la RDC. Ça, ce sont des réalisations que je considère sont très positives pour notre pays. Mais il y a aussi beaucoup de ratés. Des ratés, Comme quoi? ce que je considère, moi, comme étant là où il y a encore des efforts à faire, c'est sur le plan donc, économique et social. Le peuple congolais ne sent pas encore dans son assiette les fruits de l'alternance démocratique. Le pouvoir d'achat de la population ne s'est pas amélioré considérablement. Sur le plan de la gestion économique, il y a tout à faire. Nous ne sentons pas encore qu'il y a donc des changements notables dans ce domaine-là. Et s'il y a aussi un raté que je pense à déterminer tout le reste, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à démanteler le système Joseph Kabila. Ce système continue à être en place jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas encore le système Fachi qui s'est installé en République démocratique du Congo. Donc, à cause de cela, je crois que nous avons encore des milliers et nous n'avons pas encore décollé comme on aurait donc souhaité. Mais dites-moi, parce que je veux maintenant qu'on arrive, qu'on y aille de manière sectorielle. Vous avez parlé ici de problèmes, insuffisance au niveau de performance économique dans le domaine social. Mais on le sait, chez nous, ici, tout est régenté par la politique. Lorsque la politique ne va pas, le reste ne va pas aller non plus. Et la politique, ici, c'est bien la coalition FCC-Cash qui est au sommet de ces systèmes. Vous voulez aujourd'hui dire que Félix Tshisekedi ne savait pas à quoi s'en tenir lorsqu'il s'est engagé dans cette coalition, parce qu'à tout moment, on a l'impression que ses proches veulent faire un rétropédalage, ce qui n'est pas non plus tout à fait rassurant comme acteurs politiques qui ont engagé des particuliers dans une coalition. Non, je ne peux pas parler à sa place, je ne connais pas ce qui se passe dans sa tête, et je ne sais pas ce qui avait été négocié quand il s'est entré dans cette coalition. Donc moi, je vois simplement comment le pays est géré aujourd'hui. Et je vois que nous sommes arrivés à des points de blocage. Pourquoi? Je donne l'exemple. Les entreprises publiques, c'est depuis 1 an et demi, 18 mois aujourd'hui, que le président de la République n'arrive pas à changer les mandataires de l'État. Pourquoi? C'est un constat que je fais et que tous les peuples congolais font aussi. Je ne sais pas pourquoi cet accord-là qui crée la coalition... les mandataires publics, je crois que ce n'est pas un secret. N'eût été le coronavirus, je crois que les dossiers étaient déjà bouclés, je crois fin février. Les dossiers étaient déjà bouclés. Il a fallu négocier après-mort, comme du reste pour la formation du gouvernement. Mais bon, mais ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus qu'on doit tout abandonner, tous les autres dossiers doivent aller dans les oubliettes. Donc moi je pense pendant qu'on gère la crise de la pandémie, il y a aussi d'autres aspects du fonctionnement normal de notre pays qui doivent continuer à être exécutés comme ça se doit. Donc la mise en place des nouveaux mandataires de l'État, il faut qu'on y aille, parce que si on attend seulement qu'on termine la lutte contre la pandémie et qu'on commence à traiter d'autres dossiers, je crois que ce sera trop tard. Mais nous en étions d'abord à la politique. Vous avez fustigé les systèmes Kabila. Mais vous qui êtes démocrate, vous devez bien savoir que en démocratie, c'est la loi du nombre. Et oui. Aujourd'hui, quand vous regardez sur papier, dans la coalition FCC-Cash, c'est bien le FCC qui a les plus de nombre. Au Parlement s'entend déjà. Comment voulez-vous que le FCC n'ait pas son mot à dire dans la gestion? C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de réformer le système politique. Pourquoi? Parce que quand on regarde le Parlement, on a l'impression qu'il y a la majorité du FCC là-bas. Mais quand vous allez dans la population, mentionner quelqu'un du FCC, vous allez voir comment la population va réagir. Là c'est des considérations tout à fait autres. Sinon, il faut remonter jusqu'au déluge. La vérité, c'est qu'il y a des institutions qui sont là. Parce que si vous remettez, vous ne pouvez pas être sélectif dans votre jugement. Si vous remettez en cause le Parlement, mais vous devez aussi remettre en cause les présidents de la République parce qu'ils ont été élus dans la même élection. Non, moi, je me suis basé sur les résultats proclamés par la CENI
et dans un état de droit pour dire que la CENI nous a dit c'est telle personne qui a été élue président de la République et la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour dans notre pays, l'a confirmé. Je me suis incliné devant cette justice-là, cette décision-là. Faites pareil pour les élus nationaux. Et nous avons reconnu, nous avons accepté aussi les élus tels qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Mais sauf que quand on va dans la population, on trouve que le président est très populaire. Non, ça c'est votre opinion. Non, ça c'est mon opinion. Oui. Je trouve que le président est très populaire. Essayez de toucher au président de la République, vous allez voir la réaction de la population. Mais essayez de toucher aux gens du FCC, vous allez voir aussi comment la population va vous applaudir. Donc, il y a ce que j'appelle un disconnect entre nos élus et la réalité donc, sur le terrain. C'est ça que je voulais dire. Bon, mais ma question c'était, nous sommes dans la loi du nombre. Aujourd'hui, vous dites que le président, si je comprends, Félix Tshisekedi, il n'a pas le moyen de sa politique. Mais quelle aurait été cette politique à partir du moment où, lui, il n'a pas la majorité? Nous sommes vraiment dans les contextes politiques. Oui. À partir du moment que nous sommes dans un système parlementaire et qu'il y a coalition entre le FCC et le CACH pour diriger donc le pays, moi, je me serais attendu à ce que tous les deux camps soient pressés pour changer la situation des Congolais. C'est-à-dire que la prise de décision devait être faite très rapidement, chaque fois qu'on en a l'occasion, pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que dans cette coalition-là, il y a un groupe qui tire le reste vers le bas, même s'il y a un camp qui voudrait donc avancer. C'est là que je déplore la qualité de cette coalition, la sincérité de ce mariage-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire. J'avais proposé à plusieurs reprises. Moi, je pense, si j'étais à la place du président de la République, j'aurais dissous l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Mais pour qu'on puisse réorganiser les élections. Cela aurait servi à quelque chose. Ça aurait servi à réorganiser la vie politique, à refaire les élections et à dégager une majorité très claire. Pourquoi? Parce que à quoi ça sert d'avoir donc une coalition au pouvoir qui traîne les pieds à faire des réformes structurelles et institutionnelles nécessaires dont le pays a besoin pour aller de l'avant? Oui, mais, parce que sinon, mais autant vous dites que vous ne savez pas ce qui est dans la tête du chef de l'État, vous ne pouvez pas non plus savoir ce qui s'est passé pour que les choses n'aillent pas selon la vitesse que vous aurez voulu. Peut-être que c'est lui le problème aussi. Vous ne pouvez pas voir les choses de cette manière-là. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire ça. Je constate simplement que le chef de l'État, il se déploie quand il veut. Et comme il veut, il bouge beaucoup. Vous avez vu qu'avant la pandémie, il s'est déplacé, allait partout. Donc, il affichait une volonté ferme de pouvoir faire marcher les choses. Mais malheureusement, quand on arrive au niveau domestique, les choses sont clouées au sol. Et moi, je regarde les décisions qui peuvent être prises ici. Par exemple, trouvez-vous normal que les entreprises publiques qu'il ait pris des ordonnances présidentielles pour mettre en place de nouvelles directions à la SNCC, à la GECAMIN jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas exécuté? Trouvez-vous normal que des entreprises telles que l'OGFREM, on appelle simplement le directeur général à la justice pour donner des explications sur sa gestion? Là, il ne faut pas mélanger les choses. Là, il s'agit de la justice et ce qui est un pouvoir différent de l'exécutif ou les chefs de l'État. Donc, il ne faut pas mélanger les choses à ce niveau-là. Non, je ne mélange pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens-là, ce sont les gens du FCC. Mais vous partez d'un prérequis que j'ai quand même du mal à me justifier. Les mauvais, c'est le FCC, les bons, c'est Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le système, je répète, le système que nous avons fait que le pays est bloqué. Ce système-là, en quoi il consiste? Il consiste à une coalition entre le CACH et le FCC. Donc, je dis que tant que nous avons ce genre de mariage-là, le mariage d'intérêts, mais des intérêts qui sont divergents, le pays ne peut pas avancer. Oui, mais en s'y engageant, il devrait bien savoir. Mais parlons quand même de notre fait qui a alimenté la chronique politique dans le cadre de la coalition FCC-CACH. C'est bien les cas de Jean-Marie Kabound qui était... Jean-Marc Kabound plutôt, excusez-moi, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été déchu de son poste. Et je crois bien que ça n'a pas manqué d'attirer votre attention. Ça a attiré mon attention. Et d'ailleurs, avant qu'il ne soit déchu de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais pris position en sa faveur et contre la position de M. Mamba, Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, c'est qu'on reprochait à Kabound d'avoir sorti le chiffre de 7 millions de dollars pour l'organisation du congrès.
je pense que ce n'était pas un argument suffisant pour destituer quelqu'un de son poste. Pourquoi? Parce que même moi, à l'époque, j'avais estimé que quel que soit le montant qui pouvait être dépensé pour l'organisation du congrès, c'est-à-dire 1 million, 2 millions, 7 millions, il fallait utiliser cet argent-là, l'allouer plutôt à la lutte contre la pandémie plutôt qu'organiser une kermesse de ce genre qui n'avait pas beaucoup de signification. C'était mon point de vue et Jean-Marc Kabound avait aussi sorti donc un chiffre. Je ne vois pas pourquoi il faut destituer quelqu'un dans ces conditions-là, surtout que Alexis Tambwe Mwamba lui-même, au niveau du Sénat, et Mme Janine Mabunda n'avait pas encore élaboré un budget. Il ne connaissait pas combien ça allait coûter. Donc, toute spéculation était permise. Maintenant qu'il a été destitué... Vous savez, ça posait aussi un problème d'éthique. Parce que vous dites que les élus sont mal perçus dans l'opinion. Mais évoquer ce genre de chiffres, ça pose non seulement un problème d'éthique, mais cela contribue à noircir l'image des élus. Et vous pensez que c'est responsable de la part d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale? Il faut relativiser les choses. Si on parle d'éthique, il faut comparer les événements et déterminer si on a la même rigueur. Par exemple, le problème qui s'est posé au niveau du Sénat. Alexis Tambwe Mwamba, qui emploie une compagnie de gré à gré, dépense 4 millions de dollars sans justifier cela aux élus. Et quand une dame sénatrice arrive à le confronter, il utilise un langage qui n'est pas du tout respectueux à l'égard des femmes. Moi, je pense que c'était beaucoup plus grave au niveau du Sénat que ce que Mais Alexis Tambwe Mwamba, il s'est amendé et Kabound ne s'est jamais amendé. Non, moi je pense que ça, ce n'est pas suffisant. Mais pour ne pas être cloué sur cette discussion-là, je voudrais dire ceci. Jean-Marc Kabound a été destitué et moi je pense qu'il doit prendre acte de cela. L'UDPS, ce poste-là est réservé donc à l'UDPS. Il faudrait maintenant que l'UDPS désigne parmi les députés UDPS à l'Assemblée nationale quelqu'un qui peut prendre la place de Jean-Marc Kabound pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que de toutes les façons, si on insiste que Jean-Marc Kabound reprenne ce poste-là, comment va-t-il travailler avec un bureau où les gens lui sont hostiles? Donc, autant aller de l'avant. Justement, cette proposition-là, ça me permet aussi de mettre en exergue la faiblesse de l'UDPS, qui est l'un des acteurs majeurs de cette coalition CASH. Parce que de la coalition FCC CASH. Vous savez aujourd'hui que l'UDPS parle de plusieurs voix. On se demande bien laquelle il faut écouter. Il y a ceux qui disent que déjà, Jean-Marc Kabound, il doit aller en justice contre cette décision. Il y a ceux qui considèrent qu'il doit être remplacé. Bref, c'est une vraie cacophonie. Mais est-ce que l'UDPS, finalement, n'est pas le vrai problème? Est-ce que l'UDPS a été prêt à accéder aux fonctions régaliennes? Je ne suis pas ici pour parler au nom de l'UDPS. Les questions qui concernent l'UDPS doivent être posées à Augustin Kabouya, secrétaire général, ou bien à Jean-Marc Kabound lui-même, ou à d'autres représentants légaux de l'UDPS. Moi, je ne suis pas habilité à parler de ça. Mais tout ce que je constate en tant qu'observateur indépendant, c'est que le mal est déjà fait. Jean-Marc Kabound a été destitué. Au lieu qu'on puisse rester cloué au sol, il faut avancer. Et pour avancer, je recommande à l'UDPS de désigner quelqu'un d'autre parmi les députés UDPS à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre la place de premier vice-président de l'Assemblée nationale et qu'on puisse donc aller de l'avant. Alors, on va continuer dans l'analyse des 18 ou 20 mois de Félix Tshisekedi, qui s'est aussi caractérisé par beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, nous avons l'affaire de 100 jours qui mobilise pratiquement l'opinion nationale et voire même internationale. En son temps, je vous avais posé la question de savoir si Vital Kamerhe, qui est indexé dans ce procès, directeur des cabinets du chef de l'État, pouvait avoir une autonomie d'actes par rapport à son patron, qui est le chef de l'État. C'est une question intéressante. Je voudrais y répondre de cette façon. Moi, j'ai eu à gérer de grosses équipes. J'ai géré des équipes parfois qui avaient 50, 75, 100 personnes, de gros programmes. Et en gérant une équipe comme ça, vous ne pouvez pas tout faire et vous ne pouvez pas tout voir. Je suis lié à chacun des membres de mon équipe par ce que j'appelle les termes de référence du travail. Quand vous venez, vous travaillez pour moi, vous êtes un superviseur. On
on écrit les termes de référence. Votre travail consiste à aller sur le terrain, à observer comment le projet évolue, à faire le rapport régulièrement. Quand vous êtes directeur de cabinet par rapport au président de la République, le président de la République dit à son directeur de cabinet, vous gérez le personnel, vous coordonnez les travaux du programme des 100 jours et vous recrutez les gens ou bien vous les révoquez s'ils ne font pas le travail. Mais dans les termes de référence du travail donné par le chef de l'État à son directeur de cabinet, il n'y a pas mention que vous allez vous détourner l'argent. Si vous détournez l'argent, vous volez les fonds publics, c'est un acte criminel, c'est un acte de manque d'intégrité. On ne peut pas aller remonter au chef de l'État et dire parce que votre directeur de cabinet a volé de l'argent, donc c'est vous qui avez volé l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Tout acte criminel, c'est un acte individuel. Ça n'engage pas le chef. Moi, je ne peux pas payer pour un acte de manque d'intégrité posé par un membre de mon équipe. Et je crois que dans ce cas ici, c'est ça qu'il faut. Oui, mais il aura peut-être à le dire, le concerné, Vital Kamerhe, mais toujours est-il que dans le préliminaire de l'instruction au niveau du tribunal, il est bien dans son rôle des directeurs du cabinet du chef de l'État. Et lorsqu'on analyse son propos, ça se résume à « moi, directeur des cabinets, je ne peux pas faire plus que ce qui m'a été instruit par mon patron ». Vous savez, Vital Kamerhe doit jurer de ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à présent. Absolument. Mais j'ai entendu aussi les avocats de la République qui ont amené une notion que beaucoup de Congolais peut-être ne comprennent pas. Moi, je comprends ça très bien parce que j'ai vu beaucoup de ce genre de procès-là aux États-Unis. On appelle ça en anglais white collar crime, donc les crimes commis par des intellectuels. Dans ce cas précis, l'avocat de la République a amené la notion du détournement intellectuel. En quoi consiste un détournement intellectuel? Consiste au lieu donc de déplacer l'argent d'ici à mon compte, vous n'allez trouver jamais aucune preuve que l'argent a quitté le compte de l'État pour venir dans mon compte. Mais plutôt, vous allez trouver que j'ai pris des actes qui font que l'argent est parti du compte de l'État au compte de quelqu'un d'autre, au compte de quelqu'un d'autre, ainsi de suite là. Et en fin de compte, on trouve les membres de ma famille qui ont bénéficié de cela, mais moi, vous ne trouvez aucune preuve que j'étais impliqué donc dans cela. C'est pour cela, je pense, qu'on a fait venir des témoins. Ces témoins vont être le gouverneur de la Banque centrale, je crois quelques ministres, ministre Bitakwira, qui étaient impliqués dans le processus, la femme de M. Kamerhe, le cousin de M. Kamerhe, la belle-fille de M. Kamerhe et consorts. Je crois, si j'étais à la place des avocats, je chercherais donc à savoir qu'est-ce qu'ils ont pu avoir dans leurs actifs, dans leurs comptes bancaires pendant cette période-là. Est-ce que c'est le fruit de leur travail ordinaire ou bien c'est le fruit donc de conflits d'intérêts? Si on arrive à établir cela, ça veut dire que l'auteur intellectuel donc du détournement, ce serait alors le directeur de cabinet. Mais on n'en est pas encore là. Il faut laisser les juges faire leur travail et ils vont déterminer effectivement si M. Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, il est innocent ou bien s'il a organisé un scheme, comme on dit en anglais, un scheme, je ne sais pas quoi, un scénario où il pourrait non seulement bénéficier, lui, directement ou indirectement, ou bien faire bénéficier aux membres de sa famille. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'avant qu'on parle aujourd'hui des 100 jours, donc je crois à peu près aujourd'hui 40 millions qui sont imputés à la charge du directeur des cabinets, il avait été fait état en son temps de 15 millions de dollars. Et vous connaissez en ce moment-là qui a été l'avocat du directeur des cabinets? Ben, c'est bien le chef de l'État. Qui était l'avocat? Le chef de l'État, à ma connaissance, il n'a jamais été avocat. Mais dans la mesure où, devant le média, il a dit que c'est ce qu'on appelle un COP. Oui, mais non, mais là, il ne faut pas confondre. Je crois qu'à l'époque, j'avais suivi cette déclaration. Il justifiait, il expliquait. À l'époque, moi, j'avais suivi aussi cette déclaration-là. Mais il avait aussi dit qu'il faut laisser à la justice l'occasion de faire son travail et de déterminer si cela est légal ou n'est pas légal. Mais tout le monde connaît en réalité maintenant que des détournements de fonds publics sont monnaie courante dans notre pays et qu'aujourd'hui, avec l'avènement, bien que tardif, de ce qu'on appelle l'état de droit, on va examiner tous ces faits-là. S'il y a eu détournement dans le cas donc, de ces 15 millions de dollars, il faudrait qu'on puisse en savoir plus. J'ai compris que dans le cas de Vital Kamerhe, il y a plusieurs procès en succession. Il y a l'affaire de Foner, il y a l'affaire
qu'on est en train de suivre actuellement, il y a plusieurs affaires. J'espère qu'il y aura tôt ou tard une affaire qui aboutit sur les 15 millions et on va connaître la vérité. Alors, aujourd'hui, vous avez bien fait d'évoquer l'état des droits. Certains se plaignent d'une forme de collusion entre le pouvoir judiciaire et peut-être un peu l'exécutif qui régenterait le pouvoir judiciaire. Est-ce que cela n'est pas à craindre? Ceux qui craignent, il faut qu'ils donnent des preuves. Moi, je n'ai aucune preuve. Je voudrais saluer une action prise par le chef de l'État. C'est le changement des hauts magistrats au niveau de notre système de justice. Il y avait des gens qui étaient très corrompus dans le système Kabila, comme tout le monde le sait. On a changé, je crois, les procureurs généraux de la République près de la Cour de cassation. On a changé le premier président de la Cour de cassation. On a changé donc tous les chefs de juridiction. Ce que je souhaiterais pour que l'état des droits devienne vraiment effectif, c'est qu'on descende au niveau de tous les niveaux de la justice et qu'on puisse faire les changements qu'il faut pour que, encore une fois, qu'on démantèle le système Kabila et qu'il y ait un nouveau système qui pourra permettre à la justice de fonctionner normalement. Bon, mais vous voyez Kabila partout. C'est le système que nous avons connu pendant 18 ans. Vous voulez qu'on appelle ça comment? Non, mais... Le système antérieur. Vous, à vous entendre parler, on n'a pas changé de chef d'État, mais bon, soit. Je voudrais qu'on aborde la question évoquée en premier lieu, c'est-à-dire aujourd'hui, la politique, comme disait un acteur politique, paix à son âme, Arthur Zaïd Ngoma, il n'y a de politique que le social. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché à Félix Tshisekedi de rencontrer les attentes de la population? Vous savez, ces fameux slogans « les peuples d'abord », on se demande bien si finalement il n'est pas un slogan creux comme on en a beaucoup entendu dans ce pays. Vous me posez la question que vous aurez dû poser au président de la République ou bien à son représentant. Mais moi, en tant qu'observateur indépendant, qu'est-ce que je peux dire? Non, mais parce que moi, depuis le début de l'émission, je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, vous ménagez les chefs de l'État, donc vous devez savoir bien... Vous savez, je tire sur le chef de l'État lorsque cela est nécessaire. Et je dis la vérité et je suis objectif. Alors, par exemple, allons-y, maintenant c'est nécessaire. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Presque 20 mois après, on a l'impression que nous avons beaucoup reculé par rapport à la situation précédente. C'est la crainte que moi j'ai aussi. Et j'ai dit que le rythme de réforme n'est pas aussi rapide que j'aurais souhaité. C'est pour cela que je dis encore une fois de plus que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système. Et le système que nous avons, c'est le même qui nous a cloués au sol jusqu'à présent. J'arrive. De le changer. Pourquoi est-ce que ça c'est justifié, j'allais dire l'injustifiable. Mais alors autant que le chef de l'État démissionne, s'il est incapable. Allez lui demander de démissionner. Moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de le faire. Mais moi, je dis ceci. Le chef de l'État évolue dans un système. Il doit impulser les changements. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on arrive à redéfinir qu'est-ce qu'il y a dans cet accord entre le FCC et le CAJ. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Si j'étais à sa place, il y a des décisions que j'aurais prises sans consulter le président Kabila ou consulter donc le FCC dans le cadre de leurs accords là-bas. En tant que chef de l'État, il doit assumer ses responsabilités. Ce sont des responsabilités constitutionnelles et on le reconnaît ce pouvoir-là. Par exemple, la nomination des mandataires publics. Je n'ai pas à négocier avec qui que ce soit pour nommer un mandataire public lorsque l'institution en question est paralysée. Je l'aurais fait de mon propre chef. Mais il faut voir je ne connais pas l'étendue. L'acte de la coalition. Exactement. On constate simplement que le système n'évolue pas comme on aurait souhaité. Et je souhaite qu'il puisse donc se libérer davantage pour que ces décisions-là soient prises non seulement rapidement, mais qu'elles soient prises donc en temps opportun pour permettre à certaines entreprises publiques, à certaines régies financières, à certaines institutions de fonctionner normalement. Alors, nous en étions au social. Donc, vous dites que c'est aussi lié au fait qu'il n'a pas... Le social des Congolais est très mauvais, n'a pas beaucoup changé. Sinon, il s'est même détérioré. Je vous donne l'exemple. Vous savez, avant la pandémie, $1 s'échangeait à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons $1 qui s'échange à 1900 ou 2000 francs congolais. Rien que pendant cette petite période donc, de temps, le peuple congolais a perdu près de 30-35% de son pouvoir d'achat. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme pour stabiliser cela. Par exemple, certaines des choses qui peuvent être faites,
c'était de contenir le gouvernement à respecter ce que j'appelle la discipline budgétaire. À la fin du mois d'avril, le gouvernement avait prévu d'avoir un excédent budgétaire de 35 milliards de francs congolais. À la place, on a réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Ça veut dire que le gouvernement a dépensé plus d'argent qu'il n'avait dans les caisses. Et comment est-ce qu'on arrive à financer ce décalage-là? On arrive à le financer en faisant pression sur la Banque centrale pour que la Banque centrale tourne ce qu'on appelle la planche à billets. On imprime plus d'argent que l'économie ne peut soutenir. Conséquence, inflation, montée donc des prix, dépréciation du taux d'échange, diminution donc du pouvoir d'achat de la population. Donc le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas été préservé, bien au contraire, il a été sacrifié. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je reviens encore à des propositions de départ. Un, nous devons avoir une véritable vision de développement. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall. Beaucoup de gens ne semblent pas comprendre ce que c'est. C'est une vraie vision de développement qui adresse beaucoup de ces défis-là que nous rencontrons aujourd'hui. Deux, il faut avoir la latitude de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et de le faire en temps opportun. Pas attendre 1 an ou 2 ans avant de faire les changements quand il est déjà trop tard. Trois, maintenant, il faut qu'on ait un système de justice qui fonctionne. L'état de droit dont on parle, ça peut faire très mal parce que tout le monde parle de l'état de droit, mais quand on voit les conséquences du fonctionnement normal de l'état de droit, on commence à arrêter tel, on le met devant donc la barre, on le juge, tout le monde commence donc à paniquer. Il faut qu'il y ait un état de droit fonctionnel pour que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Et maintenant, il faut qu'on ait des politiques économiques et sociales qui sont conçues correctement par le gouvernement et mises en œuvre comme il se doit. Et 5, je dirais maintenant, il faut qu'on ait des institutions qui fonctionnent. Je regarde par exemple notre gouvernement. 67 ministres, à quoi ça sert? J'ai toujours dit que 67 ministres, c'est un gouvernement budgétivore, pléthorique, qui ne sert à rien et d'ailleurs à engloutir les ressources, le peu de ressources que nous avons plutôt que de les utiliser pour financer le développement. Donc il faut penser à restructurer le gouvernement pour réduire le nombre de ministres et à donner des missions très claires à ces excellences-là pour qu'ils puissent faire leur travail. Maintenant, regardez des institutions telles que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Moi, j'ai honte de regarder notre Assemblée nationale et ce qu'ils font. Regardez, ils passent leur temps, l'Assemblée nationale et le Sénat, sur des problèmes individuels, plutôt que sur ce qui concerne donc la population congolaise. Quelles sont les lois, par exemple, qu'ils ont votées jusqu'à présent pour arriver à permettre au peuple congolais d'avoir un niveau de vie décent pendant cette période ici? Aucune loi. Mais si vous entendez, c'est Alexis Tambwe qui est en conflit avec elle. Vous parlez de l'exécutif ou bien de... Non, les deux. J'ai parlé de l'exécutif qui conçoit les lois, qui les présente au Parlement et qui conçoit les politiques, qui les met en œuvre. Mais je parle aussi de législatif, l'Assemblée nationale qui est supposée adopter des lois. Par exemple, ce que l'Assemblée nationale pouvait faire pendant cette période ici. En urgence d'ailleurs, ce qu'on devait faire, c'était de prendre le budget national, le réexaminer et constater par exemple qu'au lieu de 11,8 milliards de dollars, nous allons réaliser simplement, je donne juste un chiffre, hein, nous allons réaliser par exemple simplement 8 milliards de dollars. Mais dans ces 8 milliards de dollars, allouons immédiatement 135 millions de dollars à l'équipe de la riposte pour combattre la pandémie. Allouons par exemple 350 millions de dollars à l'achat des masques à distribuer aux populations de Mini dans la ville de Kinshasa. Donc c'est ça le travail que l'Assemblée nationale pouvait faire. Mais malheureusement, on passe le temps sur la bataille entre Jean-Marc Kabound et Jean-Jacques Mamba et des choses de ce genre-là. Et la bataille entre Alexis Tambwe Mamba et Mme Koya. Vers la fin de cette émission, vous avez évoqué un aspect. C'est vrai qu'il y a eu les collectifs budgétaires, effectivement. Les chiffres que vous donnez, ce n'est pas par hasard, c'est à peu près cela. Mais aujourd'hui, l'autre question qu'on se pose, les collectifs budgétaires, a été occasionné ou suscité par le coronavirus qui a impacté les économies aussi bien du monde que la nôtre. Alors, aujourd'hui, s'il faut tenir compte du coronavirus et de l'impact qu'il a sur l'économie et la société, quelles seraient les pistes sur lesquelles on devrait s'orienter pour relancer l'économie? Aujourd'hui, je dirais que le coronavirus a créé les conditions de prise de conscience nationale pour que nous puissions réaliser qu'en tant que pays, on était très mal préparé d'abord à assurer au peuple congolais une meilleure vie, mais au-delà de cela, on était mal préparé pour faire face à une pandémie même plus petite que celle que nous avons connue aujourd'hui.
Regardez dans le domaine sanitaire, aucun hôpital dans le pays qui était équipé comme il se doit. Et regardez aujourd'hui les écoles. Toutes les écoles de la République, on va dire aujourd'hui, on va commencer à déconfiner pour que les enfants rentrent à l'école. Aucune école n'est à mesure de respecter les mesures de distanciation sociale. C'est-à-dire que sur le plan national, on était très mal préparé avant. Moi, je souhaiterais maintenant que nous prenions conscience de cela pour avoir une véritable vision de développement. Et j'invite tout le monde encore à regarder le plan Marshall que je vais diffuser bientôt. Le plan Marshall réactualisé après coronavirus. Qu'on ait une vision de développement et qu'on adopte cette vision de développement après, bien sûr, discussion nationale, incorporation de tous les points de vue, de part et d'autre, et maintenant que ça devienne notre Bible pour développer la RDC. Mais entre-temps, il y a des choses que nous devons faire dans l'immédiat. Un, nous devons assurer l'autosuffisance alimentaire de notre pays, c'est-à-dire investir massivement dans l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement ce que nous pouvons consommer et ne pas dépendre toujours de l'extérieur. Deux, nous devons gérer correctement quelque chose qui touche à la vie de tous les Congolais, la monnaie nationale congolaise. La monnaie nationale congolaise est devenue l'instrument principal de paupérisation de la population. Nous devons stabiliser le franc congolais et pour stabiliser le franc congolais, malheureusement, il faut opérer des changements qu'il faut au niveau de l'institution monétaire, au niveau de la Banque centrale pour avoir une nouvelle direction et un nouveau conseil d'administration qui peut faire le travail. Est-ce que stabiliser la monnaie ne signifie pas plutôt avoir une production interne qui n'existe pas? Mais j'arrive, c'est pour cela que je dis bien qu'il faut produire déjà l'agriculture, l'élevage et la pêche, ça entraîne la production intérieure. Il y a d'autres secteurs tels que les mines et consorts. Mais ces secteurs-là sont ce qu'on appelle en anglais capital intensive. Ça demande beaucoup de capitaux et ça prend beaucoup de temps pour arriver à faire la différence. Mais l'agriculture, vous allez simplement au plateau de Bateke, vous prenez des champs, vous cultivez, dans 3 mois, vous produisez le manioc et le maïs qu'on peut utiliser pour inonder tous les marchés. Donc ces secteurs-là sont des secteurs importants que nous devons mettre à contribution immédiatement pour changer le pouvoir d'achat de la population. Et ça crée aussi des emplois massifs pour la population. Pourquoi? Parce que quand vous allez donc dans ces plateaux-là, vous allez non seulement utiliser les tracteurs, mais vous pouvez utiliser toute la population du village pour venir travailler donc dans ces champs-là. Donc ça, c'est une piste. Mais une deuxième piste serait aussi que nous puissions maintenant commencer à faire des réformes structurelles et institutionnelles que nous n'avons pas faites jusqu'à présent. Nous avons beaucoup de structures étatiques qui absorbent beaucoup de ressources, qui coûtent de l'argent, et on a besoin de faire des épargnes pour ne pas gaspiller cet argent-là sur des institutions qui ne rapportent absolument donc rien à la population congolaise. Donc voilà des pistes de solutions que je propose pour commencer. Alors, on va terminer par là. Monsieur Noël Tchani Madianvita, est-ce qu'il y a de raisons de croire aujourd'hui au Congo à son devenir? Moi, je suis un homme très optimiste. Vous savez, j'ai un adage qui dit « l'impossible n'est pas congolais ». Si nous nous mettons au travail, nous reconnaissons les erreurs que nous avons faites dans le passé pour arriver à la situation catastrophique actuelle, et nous nous mettons au travail, je suis convaincu que ce Congo peut se développer au profit de tous. Mais pour cela, nous devons nous faire violence pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour avoir la véritable vision de développement et aussi pour pouvoir faire face aux défis, les défis qui peuvent être très difficiles et très douloureux à pouvoir résorber. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. C'est pour cela que je salue l'avènement de l'état de droit. C'est quelque chose qui va créer la confiance donc dans le pays, qui va nous permettre de mobiliser des capitaux, mais qui va rassurer aussi les Congolais que leurs droits seront respectés et devant n'importe qui, on peut se justifier quand on part donc en justice. Donc voilà des choses que moi je pense, si on arrive à le faire, nous pouvons développer la RDC au profit de tous et surtout être confiants que notre pays peut se développer correctement. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier de me recevoir ici. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Vous avez été nombreux à suivre votre magazine Le Point. Nous espérons vous retrouver très bientôt et nous espérons vous laisser sur une espérance positive en ce qui concerne le devenir de la République démocratique du Congo. Impossible n'est pas congolais, a dit Noël Tchani Madianvita. À très bientôt sur votre télé.